L'enregistrement est en cours. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, on t'entend. Ah, d'accord. Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Moussa Balatogola qui va nous entretenir sur comment, sur une session interactive consacrée à l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc Moussa va nous expliquer comment l'IA passe concrètement des données aux décisions à travers 6 points clés. Donc Moussa, je te laisse la parole. Ok, donc merci Balman. Vous m'entendez, j'espère. Oui, on t'entend très bien. Et moi, je vais avoir l'honneur de vous faire cette première présentation. Donc, je m'appelle Moussa Balatogola. Je suis junior en données et intelligence artificielle. Donc, junior, donc soyez tendre avec moi. Et je vais parler sur le thème de l'apprentissage de l'IA, la compréhension, parce que je pense que c'est un thème qui est beaucoup négligé et énormément de personnes n'ont pas en fait saisi ce que c'était que d'apprendre pour une IA. Donc, le thème réformulé, c'est comment l'intelligence artificielle apprend des données aux décisions. Donc, on va suivre le plan suivant tout au long de la présentation. On va commencer par l'illusion, où on va débunker la question de compréhension de l'IA. En deux, on va parler du moteur, c'est-à-dire si ça ne fonctionne pas comme on croyait que ça devait fonctionner, alors comment est-ce que ça fonctionne, sur quoi ça se base. En trois, on va parler de l'apprentissage concrètement pour un IA, pour une IA. Puis on va parler du problème de boîte noire. Et en 5, on va parler du mythe de la décision. Comment est-ce que l'IA prend ses décisions. Et en 6, on va parler de l'efficacité du chaos. Pourquoi, malgré tous les problèmes qu'on va citer dans la présentation, l'IA continue à prendre autant de place dans notre vie. Donc, on attaque directement la première partie, l'illusion. Une IA ne comprend rien. Euh, donc, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, quand vous allez sur les LLM, quand vous allez sur les chatbots comme ChatGPT ou Gemini, par exemple, quand vous les parlez, vous avez cette impression de compréhension, cette impression qu'ils vous comprennent, qu'ils vous entendent. Vous avez presque le sentiment de parler à un être humain ou à un ami qui ne vous critiquera jamais. C'est-à-dire que si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas faire la différence que c'est une machine, en fait. Et donc là, ça donne un sentiment biaisé. Vous avez l'impression que les IA vous comprennent. Et ce n'est pas le cas. Une intelligence artificielle ne comprend pas. Et c'est illustré, par exemple, par ce schéma, qui est le schéma de celui d'un IA, c'est-à-dire le cerveau représentatif d'une IA. Donc là, vous avez le cerveau humain. Et donc, on voit bien que le cerveau humain est constitué de plusieurs parties, chaque partie assurant un rôle bien défini. C'est-à-dire que une partie pour la mémoire, pour la compréhension émotionnelle, pour la logique, etc. Et de l'autre côté, l'IA, c'est qu'un amas de calcul. L'IA, c'est pas vraiment quelque chose d'intelligent. C'est tout simplement un amas de fonctions, d'expressions mathématiques qu'on combine pour avoir un résultat souhaité. Donc, elle ne reconnaît pas. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle identifie des propriétés statistiques, donc des calculs. Et on va l'illustrer par l'exemple suivant. C'est un exemple assez utilisé en computer vision. C'est un exemple du loup versus le husky. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a entraîné un modèle d'intelligence artificielle à différencier les loups et les huskies. Et donc, avant de parler de son résultat et de pourquoi il n'a pas compris, on va essayer de le faire humainement. C'est-à-dire, on a 8 photos. Sur ces 8 photos, 4 sont des loups, 4 sont des huskies. Donc, humainement, comment est-ce qu'on fait la différence loup versus husky? Donc, déjà, les loups, là, c'est un loup, là, c'est un loup, là, c'est un loup, et là, c'est un loup. Donc, 4 loups. Donc, je les regarde, j'essaie de me faire une petite idée dessus, puis je regarde les huskies. Donc, les huskies, pour ceux qui ne savent pas, c'est une race de chiens qui est très semblable au loup. Donc, c'est vraiment des chiens, comme des chiens
ils sont gentils, ils sont serviables, ils n'attaquent pas l'humain. Mais visuellement, on a tendance à les confondre avec les loups. Donc, ces esquisses, c'est pareil, je les regarde. Et ensuite, j'essaie de faire une différence. Si on prend par exemple les esquisses, je remarque deux principales constantes. Déjà, au niveau du visage, je remarque la couleur. C'est-à-dire que la définition de la couleur est assez claire. On a du blanc et une couleur foncée et qui n'est jamais mélangée. C'est-à-dire que quand vous continuez, vous n'avez pas ce sentiment que sur le visage, les poils du visage se mélangent. C'est-à-dire que c'est du blanc bien défini et une partie foncée. Donc ça, c'est un premier constat. Ce qui n'est pas le cas chez les loups, par exemple. Là, on voit, par exemple, c'est un peu plus broussaillé, c'est un peu plus bizarre, c'est un peu plus sauvage. Et le deuxième constat, c'est au niveau de la couleur des yeux. Donc, on a les yeux bleus pour les huskies, là on le voit, et les yeux jaunes pour les loups. Donc, humainement, rien qu'avec ces deux parties, moi, je suis capable de faire la différence husky-loup. Ça, c'est ce qu'on va appeler la compréhension. C'est ce qu'un humain ferait. Maintenant, comment est-ce que ça marche pour une IA? Donc, l'IA, par exemple, quand elle a fait ses prédictions après entraînement, elle était très bonne, elle a montré de très bons scores. Mais quand on l'a testé, voilà ce qu'elle a fait. Elle a trouvé toute cette ligne. Donc, oui, c'était correct ici. Et bizarrement, là, elle se trompe. Pourtant, pas besoin d'être un génie pour voir que celui qui est là, c'est-à-dire le chien qui est là, c'est le même qui est là. Visuellement, les couleurs se ressemblent, le nez, presque tout est identique, peut-être au niveau des yeux seulement. Donc, tu as un petit tic, même sans comprendre que c'est un husky, qu'il y a une différence loup-husky, là, tu es quand même capable de dire si tu es un humain que ouais, ça, c'est ce chien qui est là, mais juste qu'il est dans la neige. Donc, la question, c'est pourquoi notre IA s'est trompée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire une prédiction simple qui est de différencier les huskies des loups. Pourtant, c'est très simple. Donc, elle s'est trompée pour une raison très simple, c'est juste qu'elle n'a pas compris ce que c'était qu'un husky et ce que c'était qu'un loup. Elle n'a pas le concept. Moi, j'ai essayé de différencier les deux visuellement, mais l'IA n'a pas fait ça. L'IA n'a pas compris cette action-là. Tout ce que l'IA a compris, c'est que sur les photos de loups, on a certaines spécificités statistiques. C'est-à-dire que les loups sont associés à des caractéristiques auxquelles les huskies ne sont pas associés. Ouais. Donc, par exemple, si je prends les photos de loup, derrière le loup, je vois qu'il y a de la neige ici. Deuxième photo de loup, il y a encore de la neige ici. Troisième photo de loup, on ne voit pas bien, mais c'est encore neigé. Quatrième photo de loup, c'est littéralement dans une montagne enneigée. Je reprends côté ski. Lui, il est sur un plancher. C'est un chien domestique, donc forcément, là, c'est du bitume. Là, c'est un jardin. Et là, c'était dans la neige. Et c'est le seul point où notre IA s'est trompée. Donc, ça veut dire que notre IA, à défaut de différencier les hosties des loups, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est de montrer que quand il y a de la neige, alors c'est un loup. Quand il n'y a pas de neige, c'est un hostie. Donc, c'est très stupide, vous me direz. Eh bien, c'est exactement le terme, c'est que l'IA est stupide. Elle n'est pas intelligente, elle ne comprend pas. Tout ce qu'elle a réussi à comprendre, c'est des patterns spécifiques. C'est-à-dire que la présence de neige lui a suffi à dire si c'est un loup ou si c'est un husky. Et donc, ça nous amène vers notre deuxième point. Si l'IA n'apprend pas de concept, si elle ne comprend pas ce que c'est réellement les choses, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, elle est intelligente? La réponse est non, elle ne l'est pas. Donc, la question, c'est plus est-ce qu'une IA est intelligente, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on apprend à l'IA? C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on va lui apprendre à pouvoir faire? Et donc, cet apprentissage, ça passe par des prérequis. C'est comme n'importe quelle tâche. Quand vous voulez, par exemple, cuisiner, on va regarder l'exemple de la cuisine assez longtemps. Quand vous voulez cuisiner, vous réunissez d'abord vos ingrédients. Vous définissez votre objectif, puis vous prenez vos ingrédients. Par exemple, quand vous voulez cuisiner du tchèp, l'objectif, c'est faire du tchèp et vous prenez vos ingrédients. Eh bien, l'IA, c'est pareil. L'IA a besoin d'ingrédients et d'objectifs. Et en l'occurrence, ces ingrédients, pour elle, c'est de la donnée. Sans données, vous n'avez pas d'IA. Donc, IA égale données. Et ces données, elles se divisent en deux grosses parties. C'est-à-dire, on va avoir les données structurées en mode tableau base de données, et les données non structurées, qui vont être un peu en mode texte, image ou son. Donc, les données non structurées, ça représente environ 80% de notre production de données sur le net. Et ça, c'est normal, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Snapchat, c'est des photos, c'est des commentaires. Sur TikTok, c'est des vidéos, c'est des commentaires. Instagram, pareil. Et globalement, même sur LinkedIn, c'est ça qu'on fait. Photos, commentaires, photos, commentaires. Donc, la majorité de nos données sont textuelles et sont en gros des données de type média. Maintenant, ces données, on ne va pas les prendre comme ça. Si on reste sur notre exemple de la cuisine, c'est comme vous n'allez pas prendre vos légumes et vous n'allez pas les mettre directement comme ça. Vous devez d'abord les éplucher, les couper. C'est-à-dire qu'il y a certaines étapes de pré-traitement que vous effectuez sur vos légumes avant de continuer.
Et bien avec l'IA, ça va être pareil. Mais le traitement le plus important, celui qu'on ne peut absolument pas sauter, ça va être l'étiquetage. C'est-à-dire que l'étiquetage ou le labeling en anglais, c'est un peu comme si je disais à l'IA, voilà ce que tu cherches. Donc, on va prendre l'exemple d'un cas de conduite autonome. J'ai une photo avec des voitures, des personnes, des motos. C'est-à-dire c'est vraiment une vue de rue. Et donc, mon objectif, c'est d'avoir une IA qui est capable de détecter les éléments sur l'image. Donc, ce que je fais, c'est que j'étiquette l'image. Donc, je labellise. Donc, je pose des carrés, je dis, OK, ça, c'est une personne. Ça, c'est un feu de circulation. Ça, c'est un truck, donc c'est un camion. Ça, c'est une voiture. Et derrière là, c'est un bus. Donc, c'est ça le labeling. Et sans labeling, vous ne pouvez pas vous lancer dans un apprentissage IA réel sans faire vraiment ce labeling. Voilà. Et là, à partir de ce stade, vous pouvez commencer à cuisiner. Mais il faut parler d'un second point, c'est-à-dire l'objectif. Quand on parle de cuisine, j'avais dit que l'objectif, c'est de faire du chef. Maintenant, l'IA, son objectif, ça va être quoi? Parce qu'elle ne cuisine pas. Elle prend des données comme ingrédients, mais elle doit se baser sur un objectif pour le faire. Et du point de vue d'une IA, son objectif, c'est juste une fonction. Ce qu'on va appeler une fonction objective. La fonction objective, c'est comme une courbe. Et l'objectif dans tout ça, c'est de trouver la plus petite valeur de cette courbe. Là, si on suit la courbe, elle varie selon différents points. Donc, l'objectif d'une IA, c'est de trouver la plus petite valeur sur cette courbe. Donc, quand on dit qu'on a entraîné un modèle d'intelligence artificielle, c'est juste qu'on l'a entraîné sur une fonction objective à trouver la plus petite valeur sur la courbe. C'est ça l'entraînement d'une IA. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est ça la logique globale. Et là, ça nous amène directement sur le troisième point. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Parce que oui, on a défini l'objectif, on a nos données. Mais maintenant, les étapes, comment est-ce qu'il fait cet apprentissage? Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qu'on attend de lui concrètement? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, c'est-à-dire apprendre égale réduire une erreur. Donc, l'apprentissage de l'IA, c'est ce qu'on va appeler une phase d'entraînement. C'est comme un cycle. Ce qui se passe, c'est qu'on va dire à l'IA, fais une première prédiction. Par exemple, je reprends le cas de la conduite autonome. Je lui envoie la photo, je lui dis, montre-moi les personnes, montre-moi les voitures. Elle me fait la prédiction. Je regarde, je vérifie. Je me rends compte qu'en fait, elle a eu tort. Elle s'est dit, elle n'a pas trouvé toutes les personnes ou alors elle a indiqué des endroits qui n'ont pas eu de personnes, par exemple. Et donc, du coup, je lui spécifie l'erreur en lui donnant une valeur, c'est-à-dire l'os, la perte. Je lui dis, OK, par rapport à ce que tu m'as prédit, il y a une distance d'environ 5 points avec le vrai résultat. Donc, corrige. Donc, elle corrige, elle refait une prédiction, je redonne l'erreur, elle corrige à nouveau, elle refait une prédiction et ainsi de suite. C'est un cycle infini. Et donc, le but de tout ça, c'est que l'IA apprenne à, à minimiser cette erreur, c'est-à-dire cette loss qui est là, cette perte. On veut que l'IA apprenne à la minimiser. Parce que quand elle sera petite, ça veut dire que la distance entre prédiction et vrai résultat est minime. Donc, c'est là ça l'apprentissage humain. À partir de l'objectif, on va simplement répéter cette étape N fois. Et donc, la fonction de loss ici, son expression est définie au moment de la fixation de l'objectif, de la fonction objective. Donc, mathématiquement, c'est un peu comme si vous aviez l'expression f de x égale y. Donc, l'objectif de l'IA, c'est en connaissant x et en connaissant y de trouver f. Donc là, c'est mathématique, vous allez vous sentir un peu embrouillé. Mais si on reprend encore une fois notre exemple, par exemple, de la cuisine, on va continuer un peu avec cet exemple, par exemple. Quand on prend l'exemple de la cuisine, pour un être humain normal, quand je vous dis, OK, ce que je veux, c'est que vous me fassiez du chef. Là, la logique est simple. Vous allez sur le net, parce que moi, je ne sais pas faire du chef. Donc, moi, je vais sur le net, je regarde la recette du chef, et ensuite, je regarde les ingrédients, et puis je prépare. Je suis les étapes et je prépare. Maintenant, pour une IA, comment ça va se passer? C'est, on va lui donner du chef, puis on va lui donner les ingrédients, mais on ne va pas lui donner la recette. Et on va lui dire, trouve-nous la recette. C'est ça l'apprentissage de l'IA. C'est-à-dire que je te donne l'entrée, je te donne la sortie, trouve-moi la manière d'arriver à la sortie en utilisant l'entrée. C'est ça l'apprentissage IA. Et cette technique-là, c'est surtout des calculs mathématiques. Il n'y a pas de compréhension derrière. C'est juste littéralement des calculs. Le but, c'est de trouver une plus petite valeur. Donc, il répète jusqu'à avoir une valeur minimale. Et on dira que notre IA a terminé son apprentissage. Donc, il a été entraîné. Et donc, cet apprentissage, il peut
Celui que je viens de vous parler, c'est le cas le plus utilisé. Mais il y a d'autres manières d'apprendre qui vont se définir globalement en trois grandes parties. C'est-à-dire, on va avoir l'apprentissage qu'on va dire supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Entre le supervisé et le non supervisé, il y a le semi-supervisé, qui est en quelque sorte entre les deux. Maintenant, le supervisé, c'est l'exemple de l'IA qui trouve la recette avec les ingrédients et le chip. Mais le non supervisé, c'est à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, on ne lui donne pas la sortie. On lui donne juste les ingrédients et on lui dit, OK, débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est-à-dire débrouille-toi pour nous trouver le chip, sans connaître le chip. C'est un peu comme faire un puzzle sans avoir l'exemple de l'image. Donc, tu assembles les pièges au hasard et finalement, ça te donne un résultat. Et ce résultat n'est pas forcément correct. Donc, c'est ce type d'apprentissage. C'est quand on n'a pas la sortie, on a juste l'entrée, mais on veut une sortie. On lui donne juste ça et on lui dit, trouve-nous une sortie. Et le troisième type d'apprentissage qui est assez intéressant, c'est un apprentissage qu'on va dire, qui est plus récent que les autres, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc là, c'est un peu comme un comportement humain. C'est un peu comme si on dressait un animal. Par exemple, sur l'image, si on prend l'image du labyrinthe qui est là, on a une souris et en sortie, on a du fromage. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la souris apprenne à sortir du labyrinthe. Donc, quand la souris sort du labyrinthe, on lui donne du fromage. Quand elle ne sort pas, on ne lui donne pas de fromage. Donc là, c'est instinctif. Tu ne manges pas, tu meurs. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'elle se trompe, elle va comprendre qu'il faut aller vite et qu'il faut trouver la sorte pour pouvoir manger. Et là, c'est à peu près pareil. Même avec les êtres humains, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, si tu ne réussis pas, on te punit. Et si tu le fais bien, on ne te punit pas. Et là, tu apprends. Donc, c'est globalement les sortes de découpage d'apprentissage. Donc là, théoriquement, on sait comment notre IA apprend. On a compris que c'est juste une suite d'étapes, c'est-à-dire un cercle vicieux, un cercle pour essayer de minimiser une valeur et en sortie, pouvoir effectuer un objectif précis. Donc, on sait comment elle apprend. Mais ces calculs-là, par exemple, donner la valeur de la fonction de coût, ou alors, par exemple, donner l'expression de la fonction objectif, comment décrire les étapes d'optimisation, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Parce que là, on a bien appris, on a bien su comment elle apprend. Elle fait qu'optimiser une valeur. Mais comment ça se fait? Et donc, pour ça, on va introduire un problème, c'est-à-dire le concept de boîte noire. Et vous voyez ça un peu comme si je vous disais, voilà l'entrée, donc voilà les données, et voici la sortie. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Et là, je pose une boîte au milieu. Et cette boîte, c'est dedans qui va se passer l'entraînement. C'est-à-dire, c'est la boîte qui va contenir la logique d'entraînement. C'est la boîte qui a été construite pendant l'entraînement et qui est maintenant finie. Et donc, cette boîte-là, on va l'appeler notre modèle. C'est-à-dire que c'est elle qui contient notre logique de fonction objective, de coût, notre logique d'entraînement, d'optimisation. C'est elle qui fait ça. C'est un peu comme si c'était elle le cuisinier. On donne les ingrédients et à la sortie, on nous donne du check. Donc, c'est ça le modèle. Maintenant, ce modèle-là, pourquoi je parle du principe de boîte noire? Parce que ce modèle-là, quand vous vous arrêtez devant, vous ne le comprendrez pas comme si c'était aussi simple que ça. Parce que ce modèle, il regroupe énormément de choses, énormément de contraintes et il dépend surtout de l'utilisation. Par exemple, vous allez utiliser une boîte différente de la boîte que vous auriez utilisée si c'était juste un problème de classification. Ça veut dire que les boîtes varient, les boîtes changent et vous allez devoir trouver la meilleure boîte pour votre problème. Donc là, vous vous dites fortement, ça veut dire je suis obligé d'être mathématicien, de trouver la bonne formule, les bonnes expressions pour la fonction de coût, la fonction objectif, afin de trouver la bonne boîte. Eh bien, la réponse c'est oui et non. Parce qu'en fait, l'IA, c'est un domaine qui est là depuis longtemps. Ce qui fait que les boîtes, donc les modèles, les types de modèles adaptés pour telle tâche ont déjà été pratiquement trouvés globalement. C'est-à-dire pour la plupart des tâches, on a déjà trouvé les modèles les plus adaptés, on a trouvé les boîtes les plus adaptées. Donc, ces boîtes-là, ces modèles sont répartis suivant deux grands axes. C'est-à-dire, on va dire machine learning et deep learning. Mais là, attention, il ne faut pas voir les deux domaines. Il ne faut pas voir deep learning et machine learning comme étant des éléments dissociés. C'est plutôt une question de complexité. C'est-à-dire que le deep learning regroupe des algos, donc des modèles plus complexes que le machine learning. Et quand on traduit en français, c'est encore plus clair. Le machine learning, ça veut dire l'apprentissage automatique et le deep learning, apprentissage profond. En gros, c'est de l'apprentissage automatique, mais plus profond que du simple apprentissage automatique. Donc, deep learning plus dans machine learning. Et donc, ça, c'est les deux grosses séparations qui dépendent de la complexité. Et donc,
ces modèles, pour en revenir à nos boîtes, j'ai dit on choisit un modèle adapté. Donc, quand vous choisissez un modèle, quand vous construisez un modèle, qui va choisir de l'algorithme. Vous, votre modèle va simplement se baser sur cet algorithme, va faire sa phase d'entraînement et à la sortie, vous aurez votre modèle. Et donc, les algorithmes les plus connus du côté machine learning, je ne les ai pas tous mis, c'est vraiment le minimum. C'est les arbres de décision, les modèles probabilistiques, les modèles basés sur la distance et les modèles basés sur les problèmes linéaires, c'est-à-dire sur la linéarité. Et côté deep learning, vous allez avoir ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc là, on ne va pas entrer en détail sur la définition d'un réseau de neurones. Comprenez que le neurone, ça s'appuie sur le cerveau humain, mais le neurone ici, c'est encore une fois, encore et toujours une fonction mathématique. C'est vraiment que des maths. Mais on arrive à créer des neurones, donc un cerveau, un semi-cerveau avec des fonctions mathématiques. Et donc, ça se découpe globalement en deux grosses branches. Le ANN, c'est juste l'appellation anglaise des réseaux de neurones, c'est Artificial Neural Network, donc c'est en français, réseau de neurones artificiels, c'est tout. CNN, Convolutional Neural Network, RNN, ça c'est Recurrent Neural Network. Donc, quand vous allez commencer un problème d'intelligence artificielle, déjà vous avez compris qu'il ne comprend pas. Ça, c'est bon. Donc maintenant, il vous faut le concevoir. Et vous avez compris qu'il vous faut des algorithmes de base sur lesquels vous basez. Donc là, le choix de cet algorithme va dépendre de votre tâche. Si par exemple, vous faites de la computer vision, moi, je sais que pour de la computer vision, la famille d'algorithmes, ça va être les CNN. Donc, je prends mon dataset, je vais chercher un modèle CNN, je l'entraîne et puis un modèle d'IA. Donc, là, on va avoir un tableau petit qui va un peu comparer nos deux, learning et deep learning. Parce que comme je l'ai dit, c'est des deep learning est inclus dans machine learning. Mais souvent, quelle est la ligne qui nous permet de passer d'un modèle de machine learning à un modèle de deep learning, au-delà de la complexité? Comment est-ce que vous faites votre choix? Maintenant, le premier critère sur lequel vous allez vous baser, ça va être les données, c'est-à-dire la quantité de données que vous avez. Donc, quand vous avez beaucoup de données, vous pouvez vous permettre de faire du deep learning. Et pas assez de données, du machine learning. Maintenant, c'est à relativiser. Parce que quand on dit beaucoup de données, ça dépend aussi du domaine. Par exemple, si c'est de la détection de fraude et que les données sont tabulaires, avoir 1000 lignes, ce n'est pas beaucoup. Okay? Avoir 10 000 lignes, c'est toujours faisable en machine learning. Mais avoir, par exemple, 1 million, 10 millions de lignes, là, potentiellement, ça commence à devenir beaucoup. Donc, on va du côté deep learning. Mais du côté image, ce n'est pas pareil. Déjà, à partir de 100, 200 images, on peut déjà commencer à un peu délaisser le machine learning pour le deep learning. Parce que les images, c'est plus lourd. Donc, en fonction du contexte, la quantité de données, c'est-à-dire ce qui est considéré comme beaucoup et peu, ça dépend aussi du domaine. Ensuite, le prochain critère, ça va être le côté matériel. Donc, le côté matériel, le machine learning, il n'est pas lourd à utiliser. C'est-à-dire que pour l'utiliser, vous avez simplement besoin d'un PC classique, d'un simple petit PC. Même vos laptops classiques à l'école, ça fait l'affaire. Mais attention, quand je dis... Parce que quand même, je ne suis même pas sûr qu'on fait encore les PC de 4 Go en 2026. Mais je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de PC classiques normaux, 16 Go de RAM, 32 Go de RAM, des PC assez récents quand même. Et côté deep learning, on a besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire on va avoir besoin de GPU. Donc, le GPU, c'est en gros une sorte de carte. Bon, tout le monde connaît ce que c'est qu'un GPU, je ne vais pas parler de ça. Donc, le GPU, c'est juste une carte graphique. Donc, vous allez avoir besoin de carte graphique, de PC gamer ou alors de serveurs équipés de GPU. Et puis, le troisième critère, ça va être le temps d'entraînement. Comprenez qu'un algo de machine learning, ça s'exécute très, très vite. C'est-à-dire que ça prend maximum des heures. Maximum, ça veut dire si vous avez vraiment un problème costaud, ça sera des heures. Mais ça n'atteindra jamais des jours. Par contre, des algos de deep learning, il faut compter plusieurs heures, des jours, voire des semaines d'entraînement. Donc, quand vous faites ça sur un PC et que le problème il est costaud, dites-vous que vous le posez pendant une semaine. Et puis après, vous revenez. C'est un peu ça le critère. Et la transparence. Les algos de machine learning s'appuient sur des concepts mathématiques connus, comme je l'ai listé avec ici. C'est-à-dire que les arbres de décision, si vous allez sur Google aujourd'hui et que vous tapez arbre de décision, vous verrez l'algorithme qui est écrit, vous verrez la fonction objective, vous verrez la fonction de coût, vous verrez que ça se base sur le concept d'entropie et vous verrez la logique d'optimisation qui se fait. C'est assez lisible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais au moins,
tu peux comprendre la logique. Toi, tu le conçois, mais la personne qui l'utilise, ça va toujours être plus difficile. Mais toi qui le conçois, tu peux comprendre la logique. Tu peux même refaire les calculs. Mais du côté du deep learning, ça accentue encore plus le côté boîte noire. Parce que le deep learning, c'est, comme je l'ai dit, des réseaux de neurones. Neurones étant une fonction. Donc, chaque neurone étant une fonction aura des caractéristiques. Un réseau de neurones, c'est comme un réseau de fonctions. Et comme tu peux avoir, quand ça commence à être 10 neurones, 100 neurones, 1000 neurones, c'est compliqué. Tu ne peux pas vraiment t'asseoir et dire que tu vas faire tous ces calculs. Donc, même en tant que concepteur, quand tu fais du deep learning, parfois tu es perdu. Parce que parfois tu ne suis pas la capacité de calcul de ton modèle. Voilà. Maintenant, encore une fois, le choix entre les deux, c'est pas j'aime ça, j'utilise ça. Ça dépendra vraiment du cas d'utilisation. C'est un peu comme si, c'est-à-dire prendre du deep learning, un modèle de deep learning pour un problème qui nécessite que du machine learning, c'est comme essayer d'éplucher un noyon avec une hache. C'est-à-dire c'est inutile, ça fait le taf, mais c'est pas utile. C'est du gâchis, en fait. Et là, pour continuer, ces modèles, encore une fois, au-delà d'avoir défini les algorithmes, on a développé des frameworks, des librairies pour vous faciliter encore une fois le développement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller vous asseoir et de comprendre l'algorithme des arbres de décision pour construire un modèle d'arbre de décision. Et vous n'avez pas non plus besoin de comprendre un réseau de neurones pour construire un modèle CNN, par exemple, ou un modèle ANN, parce que vous avez des librairies toutes faites. Mais c'est un peu le piège, parce qu'avec ça, aujourd'hui, tout le monde est capable de faire un modèle, d'entraîner un modèle d'IA, mais on se trompe toujours sur cette question de compréhension. Mais rappelez-vous que derrière chacune de ces librairies, c'est tout simplement des modèles qui ont été cherchés, c'est-à-dire des algorithmes qui ont été trouvés par des chercheurs qui ont toujours une fonction objective et qui ont toujours une fonction de coût et une logique d'optimisation. Donc, ça restera toujours le critère d'apprentissage. C'est-à-dire, pour créer une IA, vous ne pourrez pas passer outre ce concept de loss et ce concept d'objectif. Ce sera toujours là et ce sera toujours derrière. Donc, à partir de là, on a un peu fini, on va dire, entre guillemets, la partie conception de notre IA. Parce qu'on a compris théoriquement comment il apprend. Ensuite, on a réussi à construire la boîte qui va permettre de faire nos prédictions. Maintenant, la prochaine étape, c'est on va parler des outputs. C'est-à-dire, une fois les prédictions exécutées, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, côté décision, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, on a tendance à croire que l'IA, elle va dire oui ou non. Mais l'IA répond toujours de manière chiffrée. C'est-à-dire qu'elle vous dira toujours par probabilité. Donc, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je vous dirai, je suis sûr à 80% que celui-là, c'est un chien et 10% que celui-là, c'est un chat. C'est ce que l'IA va vous dire. Et maintenant, vous, en tant que développeur, vous allez interpréter ça. Et maintenant, imposer des seuils. Par exemple, vous allez dire un seuil de 80%. Au-dessus de 80%, donc c'est oui. En dessous de 80%, c'est non. Voilà. Donc, chiffré. C'est-à-dire, à la base, c'est du chiffre. C'est des décimales, c'est des probabilités. Les sorties de l'IA sont toujours comme ça. Maintenant, l'interprétation et la décision, c'est vous. C'est vous qui faites ça. Maintenant, encore une fois, la logique pour certains algos est déjà définie. Par exemple, pour les arbres de décision et les autres, les seuils sont déjà définis parce que vous utilisez les librairies par défaut. Donc là, vous n'avez plus à faire ce travail vous-même. Vous pouvez peut-être modifier un peu la valeur en utilisant la librairie, mais globalement, ça a déjà été fait. Maintenant, ce n'est pas fini. Là, on peut dire qu'on a notre modèle. On a choisi sa décision. On a décidé comment est-ce qu'il devait répondre, par oui ou non, ou alors il devait produire une valeur. On a décidé. Mais maintenant, comment est-ce qu'on s'assure sur ça? Comment est-ce qu'on le juge? Parce que moi, je peux entraîner un modèle aujourd'hui de détection, par exemple, comme avec le cas Husky et puis Loup. Mais est-ce qu'il est bon? Comment est-ce que je sais qu'il est bon? Je dois le juger. Et ce jugement, il se fait sur les métriques. Les métriques, c'est un peu comme si c'était des petites fonctions. Encore une fois, des fonctions. C'est vraiment des fonctions mathématiques qui ont vraiment des formules. Ici, je n'ai pas mis les formules pour ne pas perdre un peu ceux qui ne sont pas très, très dans le domaine. Mais dites-vous que c'est encore une fois des formules. Ces formules vont calculer des scores. Et ces scores, plus ils sont hauts, plus ça va nous permettre de dire si notre modèle est performant ou pas. Par exemple, le score de précision. Donc là, tout est dans le titre, c'est la précision. Si sur 10 prédictions, il prédit 90, il prédit 9 corrects. Donc, on lui dira qu'il est précis à 90%. Et inversement, s'il produit qu'un correct, on dira qu'il est précis à 10%. Et le récal, c'est quelle est la capacité à trouver les corrects. C'est-à-dire si en tout, vous avez 100 réponses correctes, votre IA n'a été capable que de trouver 90 corrects, donc son récal sera de 90%.
Et le F1 score, c'est un peu la balance entre les deux, c'est un peu l'équilibre. Donc, il y a beaucoup de métriques. Et les métriques, c'est pareil. Les métriques sont adaptées aux problèmes et aux modèles. Quand vous choisissez des modèles, vous avez des métriques qui sont plus adaptées que d'autres. Quand vous choisissez certains problèmes, vous avez des métriques qui sont plus adaptées que d'autres. Donc vraiment, c'est la question de construire un modèle d'IA. En ce moment, c'est beaucoup plus l'intelligence du choix qu'est la complexité du code. Donc là, on arrive à la dernière partie de la présentation. Donc, du début, ça y est, de la partie 1 jusqu'à la partie 5, vous aurez remarqué que j'insiste sur le fait que l'IA ne comprend pas, qu'elle est stupide et qu'elle n'est pas intelligente. Donc, c'est un peu méchant de ma part, j'avoue. Mais il y a une petite dite qui vous vous dites probablement, comment est-ce qu'on peut faire confiance à cette IA? Ou qu'est-ce qui fait que cette IA nous dépasse aujourd'hui, nous les humains, alors qu'en fait, c'est tout simplement un amas de calcul. Maintenant, pour comprendre ça, on va déjà poser les principales fragilités de l'IA, c'est-à-dire les principaux échecs. Donc, le premier problème avec l'IA qui cause beaucoup de problèmes, c'est le problème de biais. C'est le cas avec les husky. C'est-à-dire que quand vous donnez à votre IA un concept de données spécifique, c'est-à-dire il ne sera pas bon sur des concepts de données qu'il n'aura jamais vus. C'est-à-dire que quand vos données sont mauvaises, votre IA sera mauvaise. Par exemple, pour illustrer le concept de biais, par exemple, c'est un peu dans le cas de la sécurité, par exemple avec les robots policiers ou autre chose. Les robots policiers qui ont pour tâche, par exemple, de détecter les crimes en avance, c'est-à-dire de détecter les personnes suspectes et ensuite de les empêcher de faire des crimes. Donc, ces robots policiers, si, par exemple, on est aux États-Unis, vous voulez les entraîner sur des photos de personnes, vous allez prendre des photos de prisonniers et vous allez dire, OK, ça, c'est un prisonnier. Mais la majorité de vos criminels là-bas, ils sont de peau foncée ou alors d'origine arabe, par exemple. Donc, quand vous allez entraîner votre modèle, ce qu'il a vu, c'est une majorité à peau foncée. Donc, dans la rue, pour lui, les gens qui commettent des crimes, c'est des Noirs ou des Arabes. Ce ne sera pas des Blancs. Même si dans son jeu de données, il y avait une minorité blanche, pour lui, ce sera les Noirs et les Arabes les fautifs. Donc, c'est un peu ça le piège. Parce que vous allez entraîner votre modèle, vous allez le tester, vous aurez une précision de 90%, 99% même, mais lorsque vous allez le déployer, il va être biaisé. Il va vous considérer que, c'est-à-dire, il va être raciste en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça le problème du biais avec l'IA. Le second problème, ça va être le problème de distribution shift. Donc, la distribution shift, c'est un peu comme si on va reprendre l'exemple de la conduite autonome. Je fais un modèle de conduite autonome à Dakar. Donc, je vais prendre des photos dans les rues de Dakar, des photos de personnes, de voitures à Dakar. Donc, moi, je teste mon modèle, je suis à 99% de précision, tout est bon. Maintenant, j'amène le modèle en France, je le déploie là-bas. Et mon modèle n'est plus bon. Et là, vous direz, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la distribution des données a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez le climat de Dakar, à Dakar, il ne pleut pas beaucoup, il ne neige pas, il n'y a pas beaucoup de brouillard. Donc, le climat de Dakar, c'est à peu près stable, on va dire. C'est-à-dire que visuellement, vous serez toujours capable de voir de loin une voiture qui arrive, etc., etc. Donc, votre modèle a été entraîné dans un climat qui n'est non enneigé et non pluvieux. Maintenant, vous amenez ce modèle en France et c'est-à-dire on est en plein hiver en France, donc il neige. Il n'a jamais vu de neige. Et il n'a jamais, c'est-à-dire il n'a littéralement jamais été confronté à un problème de neige. Alors vous, en tant qu'être humain, vous serez toujours capable de voir les voitures parce que vous aurez compris les formes de la voiture, le son de la voiture, le bruit du moteur, etc. Vous pourrez être capable d'identifier ce que c'est qu'une voiture. Mais une IA ne pourra pas le faire. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, elle est stupide et elle se base simplement sur des distributions statistiques. Donc pour l'IA, elle n'a pas appris le concept voiture et le concept personne. Elle a juste appris le contexte, c'est-à-dire la zone où elle était. Donc, quand vous l'amenez dans un endroit neigé, il n'y a plus de voiture et il n'y a plus de personne. Donc, elle va devenir aveugle. Ça, c'est le problème de distribution shift. Et le troisième problème, c'est la fragilité. Donc, la fragilité, on la sent quand on est concepteur. Quand vous concevez des modèles d'IA, parfois, il peut arriver que vous changez juste un petit truc et votre IA passe d'une précision de 90% à 10%. Donc, c'est très fragile, c'est très sensible. Et là, j'insiste encore sur le côté pessimiste, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'en fait, les IA ne comprennent pas. Tombez pas ils arrivent à bien répondre. Elles ne nous
pourquoi est-ce que ça marche autant? Pourquoi est-ce qu'on a autant de systèmes? Pourquoi on a des voitures autonomes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que maintenant tout est IA? Pourquoi est-ce que des tonnes de personnes perdent leur job? C'est tout simplement parce que malgré les problèmes de l'IA, ses avantages respectent en fait notre monde. Parce que malgré notre monde chaotique, notre monde respecte certaines distributions. C'est que notre monde est distributif. Il y a certains motifs qui ne changent pas. Par exemple, quand tu es étudiant, ton emploi du temps d'octobre à août, c'est-à-dire d'octobre 2025 par exemple à août 2026, c'est tracé, c'est planifié. On sait que tu seras à l'école. Donc, toi, tu as l'impression que c'est du hasard, mais en fait, non, c'est distributif. Or, c'est là où l'IA excelle, parce qu'elle excelle dans ce genre de calcul. Et donc, quand tu la mets là-bas, forcément, elle sera meilleure que toi pour planifier, elle sera meilleure que toi pour calculer. Tout simplement parce qu'elle calcule plus vite que toi. Tu ne peux pas être plus rapide qu'une machine en mode calcul. Et donc, c'est un peu ça le pouvoir de l'IA. Elle voit les corrélations que vous ne voyez pas. Et comme la majorité de ces applications sont des domaines à forte corrélation, donc l'IA nous battra toujours. Quand vous demanderez à une IA d'écrire du code, forcément, elle sera meilleure que vous. Parce que le code, elle l'a déjà vu. Elle l'a vu dans le passé, elle sait comment ça marche, elle a juste à le reproduire. Par exemple, on sait tous quand on doit utiliser une condition ou une boucle. Voilà, donc c'est un peu ça la raison pour laquelle l'IA est forte. Et c'est pourquoi elle nous dépasse actuellement. Tout simplement parce qu'on l'utilise là où elle est. Donc, pour conclure, il ne faut pas avoir peur de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, ce n'est pas quelque chose que vous devez avoir peur. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit, elle est stupide, elle n'est pas intelligente et elle ne comprend pas. Mais en même temps, quand vous l'appliquez dans certains domaines statistiques, elle est meilleure que vous. Et ça, ce n'est pas une crainte, il ne faut pas en avoir peur, tout simplement parce que ce qui fait de l'être humain un humain, ce n'est pas sa capacité à effectuer les tâches pour lesquelles il a été entraîné, c'est sa capacité, son intelligence, c'est sa capacité à innover. Comme le dirait par exemple Albert Einstein qui disait que l'intelligence se mesure à votre capacité à changer. Donc, quand vous changez, c'est que vous êtes intelligent. Mais quand vous restez statique, vous n'êtes pas intelligent. C'est ça. Et on a défini ici qu'une IA ne pouvait pas le faire. Une fois qu'elle a été entraînée pour une tâche, c'est terminé. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas réellement de compréhension chez l'IA. Donc, n'ayez pas peur de l'IA, ayez foi en votre intelligence et tout se passera bien. Donc, c'était Moussa Balatoula. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Moussa, pour cette belle présentation. Vraiment, je ne saurais dire comment on pourrait expliquer l'IA, le machine learning et le deep learning de manière aussi simple que tu l'as fait aujourd'hui. Donc, et j'ai particulièrement aimé les exemples que tu as pris, notamment voilà, pour illustrer la complexité du domaine, comme l'image du loup et contre le whisky, pour montrer comment un modèle peut se tromper des cibles. Donc, encore une fois, un banc pour Moussa. Donc, je laisse maintenant la parole au public. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez soit directement la poser, soit écrire dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Ou bien vous avez tout compris. J'avais une question. D'accord, allez-y. Je pense que c'est Konaté Abdul. Vous pouvez aller. Ok, merci bien. Merci pour la parole. Merci pour la présentation. Je pense que mon directeur a dit que c'était une des plus belles manières de présenter l'IA façon basique pour des personnes qui comprennent, qui sont dans le domaine, qui sont pas dans le domaine également aussi. Donc, je pense que tout le monde s'y trouve son compte. Mais j'ai une question. Quel conseil le facilitateur a donné par rapport à la question si on peut mélanger les deux méthodes en même temps? En fait, pour un modèle que tu veux développer,
tu veux tirer puissance de deux méthodes, que ce soit le deep learning et le machine learning. Et de se tromper entre machine learning et deep learning, c'est ça? Non, non, c'est quelqu'un qui veut vous le dire en fait. Ici, dans en fait, tu veux utiliser les deux systèmes en fait. Tu veux utiliser du machine learning en même temps, tu vas ajouter du deep learning dessus. Ok, Donc, je vois ce que tu veux dire. En fait, là, il faut comprendre que c'est pas, c'est-à-dire la question, quand tu dis que tu veux utiliser du machine learning et du deep learning, il faut comprendre que le deep learning, c'est du machine learning. La différence, c'est niveau complexité d'abord. Et donc, ton projet, globalement, tu peux faire de la combinaison d'algo, mais ça va vraiment dépendre de ta tâche spécifique. Par exemple, en machine learning, dans les arbres, le cas d'arbres de décision, tu as la possibilité de combiner plusieurs algos pour produire un modèle plus puissant. Et en deep learning, c'est pareil. Mais maintenant, tu ne peux pas prendre seulement un algo de machine learning et dire que tu vas le mélanger à un algo de deep learning. Ce n'est pas aussi simple. Déjà, au niveau de la conception. C'est-à-dire que tu dois choisir entre les deux. Maintenant, si par contre, ton problème, c'est à plusieurs étapes, c'est-à-dire, par exemple, tu veux faire un problème qui a deux niveaux de prédiction. D'avoir une prédiction assez simple, tu peux faire ça. Par exemple, je vais prendre un exemple précis. Dans le cas de l'explainable AI, bon, c'est un concept assez développé, mais dedans, tu veux par exemple pouvoir expliquer ton modèle. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais ton modèle en deep learning avec un algo de réseau de neurones. Puis par-dessus, tu rajoutes un modèle de machine learning. Donc, les erreurs à éviter, ce n'est pas du genre mais comment mal mélanger un modèle de machine learning ou de deep learning, mais c'est simplement comment bien faire ton choix entre deux algos différents. Maintenant, quand tu veux combiner ensuite ces algos pour une réflexion, il faudra qu'ils soient quand même du même côté. Tu peux pas combiner deux algos semblables qui sont différents complètement. J'ai répondu à ta question. ok, merci bien, merci beaucoup. Ouais. Je vais juste faire une petite illustration. Imagine par exemple, tu as besoin d'informations sur des images et tu as une base de données qui est déjà en colonne ligne. C'est du texte en fait. J'ai pas compris. Donc tu veux d'abord, tu as deux bases de données en même temps. Tu as du texte, du colonne ligne en fait. Et tu as une autre source de données qui te donne en fait des informations sur des images. Et dans ces images-là, tu as même du texte en fait sur ces images-là. Ok, donc tu as une base de Ça veut données dire qui que contient du texte qui est associé à tes images. oui. Ça. Non, non, tu as une information sur une base de données en fait. Où tu as des colonnes et des lignes en fait. Tu as du texte en fait. Et tu as une autre source de données en fait qui sont des images. Tu as besoin de labelliser pour avoir de l'information qui sont sur les images. En fait. Ouais, ok. Ok, actually, dem min ka tu as Donc, pour rechercher. je sais pas si tu comprends maintenant le contexte. Ok, je vois. Donc là, tu as des données En fait, de type structuré à part et des données de type non structuré. C'est-à-dire que tu as des images et du texte à part. Donc, il faut comprendre qu'encore une fois, ça va dépendre de ce que tu veux tirer de ces données. Je m'explique. Par exemple, si tes données sont différentes, c'est-à-dire que tes données structurées dans ta base de format tabulaire, elles sont classiques, c'est-à-dire elles n'ont rien à voir avec tes images, il n'y a pas vraiment de liaison, elles n'apportent pas d'informations sur tes images. Donc, tu vas entraîner un modèle juste pour traiter quelque chose sur ces données. Et de l'autre côté, tu vas entraîner un autre modèle pour ces images. Maintenant, les deux datasets, tu vas devoir les labelliser parce que les datasets structurés aussi sont labellisés. Tu me suis? Donc, tu labellises tes deux datasets et tu entraînes deux modèles différents pour chaque tâche qui peut être faite sur ces deux datasets. Maintenant, par contre, si le dataset textuel que tu as, c'est-à-dire les deux colonnes que tu as, par exemple, ça rapporte une image et une information sur l'image. Par exemple, tu as une information comme quoi l'image, elle a été précise ou quelque chose. C'est en quelque sorte les métadatas de l'image. Donc là, tu vas opter pour une architecture unique parce que le résultat, ce que tu veux tirer de ça, c'est la combinaison entre les deux datasets. Donc, tu vas te tourner vers du deep learning et tu vas prendre une architecture beaucoup plus complexe pour pouvoir traiter à la fois tes images et tes données structurées.
C'est bon? C'est ça que je dis en fait. Maintenant, tu as dit que tu vas développer une architecture assez robuste pour pouvoir traiter les deux en même temps. Ouais. C'est comme en réalité, tu fais de l'augmentation des données avec avec de l'image en fait. Parce que tu as déjà une base de données qui est déjà là, mais elle est limitée. Alors que tu as des images aussi que tu peux avoir des informations là-dessus en les labellisant ou encore en les prenant, en les normalisant en fait. Mhm. C'est ça que je disais. Donc, Ok, je vois. ça veut dire qu'on peut le faire deux en même temps ou on doit faire un avant de pouvoir avoir deux facettes globales avant de faire ton modèle. C'est comment? C'est ce que je t'ai dit. En fait, ça va vraiment dépendre. C'est pas juste parce que tu as des données que tu vas faire ton modèle. Déjà, il faut déjà que tu te poses la question, tu vas faire quoi? Est-ce que tes images, par exemple, tes images, c'est quoi? C'est de l'object détection en mode rural. Tu veux identifier des voitures, des motos. Et si c'est le cas, tu n'as pas forcément besoin du côté textuel pour le faire. C'est-à-dire, si tu veux juste faire ça, tu entraînes un modèle pour l'image et tu fais ça. Par contre, si le texte que tu as, ça apporte une information sur l'image et que tu as besoin de cette information, là, tu prends un seul, c'est-à-dire tu ne prends pas un seul modèle au sens propre, mais tu prends seulement du deep learning et tu construis un réseau de neurones beaucoup plus robuste. C'est-à-dire tu ne vas pas prendre un algo de machine learning, tu ne vas pas mélanger les deux datasets, tu vas simplement construire un réseau complet de neurones adapté pour ta solution. C'est-à-dire que dans la présentation, ce que j'ai défini, c'est vraiment la base. Mais ce que tu veux faire maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus avancé. C'est comme si tu prenais un réseau, tu veux littéralement faire du multimodal en quelque sorte. Donc, ce n'est pas un peu comme de l'augmentation, mais tu vas construire un réseau de neurones plus complexe qui va pouvoir traiter tes deux entrées et te donner un résultat souhaité. Je ne sais pas si tu vois. Donc, tu vas d'abord réfléchir. Ce n'est pas juste combiner les deux. Tu vas d'abord réfléchir sur ce que tu dois faire. Est-ce que tu as vraiment besoin des deux? Ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? Parce que si c'est ça, tu gardes, tu labellises les deux. Et ensuite, tu construis deux modèles. Maintenant, si c'est une seule tâche et que tu n'as besoin que de l'image, tu fais directement du computer vision. Et si c'est une seule tâche, mais que tu as besoin des deux, donc c'est aussi du deep learning, mais des réseaux de neurones beaucoup plus avancés. Je pense notamment aux transformers, par exemple. C'est bon maintenant? Ou Oui, je bien... comprends. Tu te fais une dernière illustration. Et, par exemple, tu as une image comme ça, il y a des informations techniques là-dessus. C'est comme genre une fiche de santé, par exemple. Au lieu d'avoir une base de données des patients-là, tu as pu avoir la photo en fait, de ces fiches de patients-là. Donc, en réalité, tu ne veux pas l'image en tant que telle, mais tu veux l'information qui est sur l'image, en fait. Ok, Tu je vois. vois ce que tu veux dire. Ouais. Et puis, à Donc, côté, tu as une base de données qui donne les informations des patients. Mais de l'autre côté, tu as des images où on donne les informations sur des patients aussi. Donc, tu veux capturer l'information qui est sur la photo, en fait. ok, je vois ce que tu veux dire. Donc là, c'est comme je te le disais. C'est-à-dire que tu as des informations d'un côté et des informations de l'autre côté sur sur les patients. On est d'accord. Et ton objectif, c'est de te baser sur ces données. Donc, ton but final, c'est la même tâche, c'est une tâche unique. Donc, tu vas construire un réseau. Tu ne fais pas machine learning pour traiter le structuré. Tu fais un réseau qui est capable de prendre les deux et de te fournir ton résultat. Et la construction de ce réseau, maintenant, ça va être beaucoup plus personnel. Tu ne peux pas juste te baser sur quelque chose. Tu dois combiner ton neurone. Tu dois réfléchir à ton architecture pour prendre les deux entrées et pouvoir te donner ta suite. C'est bon. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Okay. Je pense qu'il y a demandé la cause des hallucinations d'une IA. Ok. Donc les hallucinations, généralement quand on parle d'hallucinations, on parle surtout de TLLM. Les hallucinations, en fait, il faut comprendre que c'est un peu comme si c'était l'équivalent de ce que je t'avais montré, ce que je vous avais montré avec les escaliers, c'est-à-dire qu'elle va mentir. Et donc du côté LLM, les hallucinations, c'est à peu près la même cause. C'est qu'une IA ne peut pas être parfaite à 100%. Durant son entreprise et son apprentissage, il y a eu des moments où, durant le calcul, elle va se tromper. Et donc, quand toi, tu vas envoyer une entrée, tu vas poser une certaine question à ton LLM, il va te répondre d'une manière qui n'a rien à voir. Et c'est ce qu'on va appeler une hallucination. Donc, cette hallucination, c'est encore lié à la conception, déjà, aux données aussi, et aux optimisations que tu fais. Je ne sais pas s'il est là. C'est bon? Ok, d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions?
pense qu'il y a Néné qui pose la question. Bonjour. Quel modèle recommanderiez-vous pour une application? Attends. Pour une application de prédiction des dépenses personnelles avec peu de données. Demande quel modèle recommanderiez-vous pour une application de prédiction des dépenses personnelles avec peu de données? Ok, je vois la question. Donc déjà, comme elle a spécifié le côté peu de données, donc on peut oublier les réseaux. Donc tu restes du côté machine learning, on est plus vers des outils, des modèles de type linéaire. C'est-à-dire tu vas chercher sur le net les modèles qui rentrent dans la catégorie linéaire. C'est bon? Demande également à savoir est-ce que la mémoire ne joue pas là-dessus aussi pour l'hallucination? Je sais pas. En fait, la mémoire, il faut différencier les deux. Quand tu parles de mémoire, tu parles de quoi? Tu parles de mémoire durant entraînement ou tu parles de là où le modèle est déployé? Tu parles de problème de mémoire sur ce point-là. Parce qu'une fois, on peut parler de problème de mémoire. Maintenant, une déployer, si c'est un problème, il n'y a pas question spécifique de problème de mémoire. C'est juste que le modèle, l'LLM en l'occurrence, va aller regarder sur son dictionnaire. Donc, si le dictionnaire est indisponible, bon, ça c'est géré par la structure. Ça, c'est des questions de déploiement, en fait. Mais ça ne va pas jouer sur le côté, ça ne va pas faire halluciner le LLM. Ça va juste soit il marche, soit il ne marche pas. C'est comme par exemple quand tu utilises DeepSeek et qu'on te dit que le serveur est donc, quand tu parles de mémoire, de concept physique comme ça, c'est plus l'architecture, là où on le déploie, que le modèle en lui-même. Donc, c'est bon, j'espère. Je pense qu'il y a Robert qui voudrait prendre la parole. Robert? Oui. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Robert Dako. L'avant-dernier intervenant qui était passé, à un moment donné, sa question était partie du sens où, si sur une image, on a aussi des informations sur l'image là. Donc, je pense que Moussa, tu peux parler du concept du co-training là-bas pour expliquer certaines choses. Ouais, en fait, bon, lui, son problème, je ne lui ai pas expliqué le concept de co-training pour que ça ne rentre pas dans sa difficulté. Mais il peut aussi penser au co-training. Mais le problème, c'est que lui, sa définition, c'est qu'il voulait juste savoir si les données structurées, donc côté base de données, et de l'autre côté, on avait des images qui avaient aussi des informations. Donc, il peut faire du co-training, mais je n'ai pas vraiment pensé à ça parce que je m'étais dit que c'était trop lourd, quoi. Mais il peut aussi tenter ça. C'est bon? Oui. Ok, d'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions? Konaté, est-ce que tu peux être encore plus explicite? Les défis des GPU. Oui, Robert. Ok. Pendant la présentation, on a parlé de la limite. Donc, Moussa a parlé des limites qui se trouvent entre le deep learning et le machine learning. Mais de façon, est-ce qu'il peut donner la limite précise? Je ne sais pas sous formatique. À quel moment ou à quel point dans un cours on met maintenant le deep learning? Je pense. Ok, je vois, merci beaucoup.
Bon, pour la question. Donc là, tu disais, Balma? Non, tu peux continuer. Ok. Donc, mathématiquement, c'est un choix. C'est que le problème de machine learning pour régler des problèmes de type linéaire. Linéaire, c'est juste une droite. Ça veut dire que ton problème, sa valeur, en fait, ça varie. Ton problème est linéairement séparable. Visuellement, c'est comme si tu avais un problème et que tu voulais séparer ça d'une courbe. Bon, je vais te faire une petite projection pour que vous voyez, sinon comme ça ne va pas le faire. Donnez-moi un moment. Ok, donc là, on va venir ici. Donc, je vais faire un petit schéma comme ça. Et je vais faire un truc comme ça. Donc, par exemple, imaginez par exemple que vous ayez c'est-à-dire d'un côté, vous avez par exemple des carrés ici. Et de l'autre, vous avez des losanges, on va dire. Je vais mettre en rouge. Donc, vous avez des losanges comme ça. Maintenant, quand on dit qu'un problème est linéairement séparable, ça veut juste dire que vous êtes capable de trouver la droite qui sépare identiquement les deux. C'est-à-dire que vous êtes capable de trouver une droite qui va séparer les carrés des losanges. C'est ce qu'on veut dire par problème linéairement séparable. Et là, dès que le problème est linéairement séparable, le machine learning suffit. Si vous optez pour le deep learning, ce sera peut-être parce que linéairement séparable, le machine learning, ça suffit. Mais lorsque votre problème n'est pas linéairement séparable, c'est-à-dire que vous avez quelque chose comme ça. Vous avez, par exemple, un rectangle là, quelque chose comme ça là. Vous avez un carré qui est là. Vous avez autre chose comme ça. Donc, pour séparer les deux, vous serez obligé de faire une petite courbe. Vous serez obligé de rentrer comme ça, de faire comme ça. C'est-à-dire que séparer les deux avec directement, c'est compliqué, voire impossible. Et donc, dans ce cas précis, mathématiquement, on dit qu'on est dans un problème non linéairement séparable. Et donc, du coup, on va utiliser des algorithmes de deep learning. Et donc, les problèmes non linéairement séparables, généralement, ça va se sentir au niveau de la source de données aussi. Par exemple, quand vous utilisez du texte, avec du texte, le texte n'est pas linéaire. C'est-à-dire que les informations que vous tirez du texte, ce n'est pas linéaire. Quand je prends par exemple l'exemple des LLM, des longs modèles, eux, ils prennent du texte en entrée, beaucoup de texte, beaucoup d'audio. Mais le texte, c'est ce qu'on appelle non linéaire, parce que le texte, c'est en quelque sorte des séries temporelles. Quand vous voulez lire une suite de texte, par exemple, quand vous voulez lire une suite de texte comme ça, vous lisez un à un. C'est-à-dire, vous prenez d'abord ce mot, ensuite ce mot, ensuite ce mot. Donc maintenant, le problème, c'est que c'est la phrase qui a un sens. Par exemple, si j'écris une phrase comme ça, je suis un chat. Donc pour que votre modèle d'intelligence artificielle comprenne la phrase je suis un chat, vous devez faire entrer toute la phrase. Parce qu'on va utiliser. Et donc,
Ok. Je vois, il y a Marseille qui disait qu'il existe les SVM qui peuvent contourner, qui peuvent un peu être se rapprocher du deep learning. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Les SVM, en fait, ils ont été conçus comme ça. Mais les SVM ne sont pas à la hauteur des réseaux de neurones. Faut comprendre que c'est pas parce que il y a un modèle de machine learning qui peut un peu le faire que ça veut dire qu'il est à la hauteur du réseau de deep learning. Là, le deep learning, je ne suis pas entré en profondeur. Je suis juste en train de parler de réseau de deep learning. Mais il y a d'autres architectures encore de plus en plus élevées. C'est-à-dire qu'il y a les CNN, il y a les RNN, il y a les transformers dont je n'ai pas parlé. Maintenant, le SVM, c'est vrai, il peut d'une certaine manière comprendre les problèmes non linéaires lorsque ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que lui, il permet de faire de la courbure. C'est comme si je reviens sur mon graphe qui est là, il va réussir à faire une courbure. Plutôt que d'avoir une ligne droite, il va réussir à faire une droite qui se courbe, qui rentre comme ça et qui permet de séparer. Ça, c'est ce que fait les SVM. Mais ce n'est pas à la hauteur d'un réseau de neurones. C'est-à-dire que pour un problème vraiment non linéairement séparable, mais pas aussi compliqué que ça, c'est-à-dire même dans des problèmes linéairement séparables, parfois tu peux juste avoir que tu as des points qui se retrouvent de l'autre côté, mais tu n'as pas besoin d'utiliser du deep learning dessus. Donc tu utilises un SVM. Ça, c'est vrai. Mais par contre, quand tu parles de problèmes vraiment non linéairement séparables, comme le cas du texte, comme je viens de le montrer, ou de la vidéo, du son, ou même des images, tu vas utiliser les autres et des il y en a beaucoup. Là, je vais mettre un modèle. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tu vois, ça, par exemple, c'est un réseau. C'est un réseau de neurones. Vu comme ça, tu ne le sens pas, mais c'est un réseau de neurones. Plutôt, c'est plusieurs réseaux de neurones. C'est une architecture basée sur des réseaux de neurones. Et ça, les transformers, en ce moment, c'est en quelque sorte la révolution. Derrière ChatGPT, derrière les LLM, vous avez surtout des transformers. C'est-à-dire que c'est des modèles très lourds, très puissants, qui sont capables, qui sont dotés du mécanisme de self-attention. Donc, qui sont capables, par exemple, avec le problème du texte, de comprendre le sens de la phrase, mais aussi les relations entre les mots. Donc, oui, pour des problèmes pas trop lourds, qui sont linéairement séparables, on le fait. Mais quand c'est lourd, on ne le fait pas. Maintenant, il y a Konaté qui demandait les défis du GPU, comment contourner. Pour contourner, en fait, si tu n'as pas de machine qui a un GPU, tu vas sur des plateformes de cloud en ligne. Je pense notamment à Google Colab, par exemple. Tu peux aller sur Google Colab. Je ne suis pas sûr d'avoir un compte là-bas. Ou tu peux aller sur Kaggle directement. Donc, sur Kaggle et sur Google Colab, ils te mettent à disposition du GPU gratuitement. Pendant une certaine, c'est soumis à certaines restrictions. Sur Kaggle, par exemple, tu as droit à, je pense, c'est 30 heures par semaine, si je ne me trompe pas. Tu as droit à 30 heures de GPU par semaine sur Kaggle. Donc, c'est comme ça que tu contournes. C'est comme ça que nous-mêmes, on le fait. C'est bon? Maintenant, si tu veux aussi, tu as de l'argent, tu peux littéralement louer un cloud comme AWS ou Google Cloud Platform ou même Azure, et tu construis et tu loues un serveur avec du et tu fais ton installation. Ouais, je pense qu'il a répondu oui. D'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Konake qui demande les tâches quotidiennes dans l'entraînement d'un projet IA, les bonnes pratiques que tu pourrais partager. Ok, les bonnes pratiques. Quand tu entraînes un projet IA, c'est-à-dire quand tu es seul, quand tu es vraiment solo, ce que moi je fais généralement, les bonnes pratiques, je te dirais qu'en fait, il ne faut pas penser code. Parce qu'il y a bonne pratique quand tu écris ton code, mais il y a bonne pratique dans ta réalisation. Et le plus gros problème que tu fais quand tu fais de l'IA, c'est tes choix d'algorithmes, c'est tes choix de métriques,
C'est tes choix de données, parce que parfois tu te trompes en dataset. Avant même de penser à coder, avant même de penser à construire une architecture, c'est-à-dire avant même d'attaquer comment j'écris bien mon code, comment il est joli, je dois d'abord te poser la question, quel est mon problème? Quelles données j'utilise? Est-ce que mes données sont correctes? Surtout vérifier tes données. Est-ce que les données sont correctement labellisées? Est-ce qu'elles ont le bon format? Est-ce qu'elles nécessitent un pré-traitement? Oui ou non? Donc, tu vérifies ça. Une fois que tu es fait, tu choisis ton algo et tu testes. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de prendre un seul algo. Tu choisis plusieurs familles d'algos qui pourraient régler ton problème. Tu les testes. Et si chacun d'eux est en fonction des résultats, tu prends le meilleur et tu continues. Maintenant, ensuite, tu optimises. Il ne faut jamais t'arrêter au premier test. C'est-à-dire, il faut comprendre que quand tu entraînes une fois, à la sortie, tu auras ton modèle et tu vas l'évaluer. Et quand il est bon, tu te dis c'est bon. Tu vas dire par exemple qu'il a fait 90, donc je m'arrête. Mais c'est possible qu'il atteigne 99. Donc tu dois reprendre l'entraînement et essayer d'autres paramètres. C'est-à-dire tu essaies de l'optimiser en jouant sur les paramètres, en jouant par exemple si c'est possible sur la fonction, etc., etc. Et maintenant, tu dois aussi choisir les bonnes métriques pour l'évaluer. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai cité des métriques qui sont là, la précision, le recalcul, les fonds score, mais ce n'est pas les seules métriques, c'est globalement les principales. Mais par exemple, dans le cas de la computer vision, tu as des métriques adoptées. Tu as par exemple le map arobase 50, le map app 50 et d'autres métriques comme ça. Donc, ce que je te dirais comme bonne pratique, c'est surtout de faire des recherches. C'est-à-dire, avant même de penser code, tu prends ton tu fais des recherches, tu cherches le meilleur algo, tu cherches les meilleures données, tu traites tes données, et puis voilà. Ok, il y a Marseille qui demande comment faire pour choisir les bons paramètres pour l'entraînement des modèles. Donc, les bons paramètres, il existe des algorithmes par exemple, en machine learning qui te permettent de simuler plusieurs possibilités de paramètres. Et l'algorithme va automatiquement identifier celui qui te donne le meilleur résultat. Donc ça, c'est comme ça que tu fais. En fait, il n'y a pas d'astuce pour dire que et tu vas trouver par défaut. Tu es obligé de tester. Maintenant, le fait que tu tombes par défaut sur la bonne valeur, ça va être un peu ton niveau d'expérience. Sinon, globalement, ce n'est pas quelque chose que tu dois apprendre et dire que voilà, c'est la meilleure valeur, ce n'est pas la meilleure valeur. Tu es obligé un peu de tester, de combiner un peu le tout. Donc, il y a des algorithmes qui te permettent de faire varier ces paramètres-là et ils vont entraîner autant de modèles que tu as mis de paramètres. Donc, non, il n'y a pas de méthode facile. C'est vraiment entraîner, voir les résultats, retester, réaméliorer. C'est vraiment juste ça. Maintenant, pour la taille, la taille des données de test, quand tu fais du 80-20 ou 10-30. Pour que tu ne dois pas donner beaucoup de données pour le test, mais tu ne dois pas non plus donner très peu de données pour le test. Parce que le modèle, pour qu'il devienne performant, il a besoin de beaucoup de données durant l'entraînement. Et donc, quand tu donnes peu de données durant la phase d'entraînement, ton modèle ne sera pas performant. Mais la phase de test, c'est pour savoir s'il a perfectionné. Donc, dans ton test, par exemple, quand tu fais la séparation, tu prends 20% pour le test, 80% pour l'entraînement. Parfois 70-30. Et quand tu as très peu de données et que tu veux beaucoup de données côté entraînement, tu peux aller jusqu'à 90-10. Et 90-10%. Mais ne descends pas au-dessus de 70-30. La moyenne, généralement, on prend du 80-20. Maintenant, il y a aussi d'autres points, peut-être si on continue sur la lancée sur laquelle tu vas être confronté. Par exemple, c'est le problème d'overfitting, les problèmes d'équilibrage des données. C'est par exemple lorsque tu es dans un problème de classification, tu as des données, tu as une classe qui a beaucoup de valeur. Par exemple, tu fais de la détection de fraude et dans tes données, il y a plus de non-fraude que de fraude. Par exemple, tu as 10 000 lignes. Sur ces 10 000 lignes, tu en as seulement 1000 qui sont considérées comme fraude. Et donc, du coup, tu es dans un cas de déséquilibrage. Donc, ce déséquilibrage aussi, il faut le sentir. Et tout ça, c'est des étapes préliminaires. C'est-à-dire, sur ton dataset, avant même de parler de code, tu dois déjà tester ça, tu dois le comprendre. Je dois voir qu'en fait, j'ai mes classes qui sont déséquilibrées. Comment corriger ce problème-là pour avoir un modèle performant? C'est bon? Ok, d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a parcouru tout, hein. Ah, une question. Je pense qu'il y a Samadé qui demandait. Il dit, À quel défi devrions-nous attendre à faire face dans un futur proche avec l'IA et aussi comment faire pour maîtriser l'IA?
est-ce qu'il y a la possibilité qu'il nous échappe pour l'utilisation dans le domaine des images, notamment de celles des reçus du space? Ok, je vois. Donc, quel défi? Donc là, c'est un peu une question pessimiste. Donc, Samake, je vais te dire un truc, c'est que l'IA, même les hautes sphères ne voient pas la portée de l'IA. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire même les hautes sphères. D'ailleurs, il y a un livre qui parle de ça, je t'invite à le lire. Ça s'appelle The Coming Wave, la déferlante. C'est écrit par Mustapha, c'est le gars qui a fondé DeepMind. Donc, là-dedans, il explore cette question. C'est-à-dire que lui, il envisage même la possibilité que si on ne gère pas ce côté IA, ça mène à l'extinction de l'humanité, tout simplement. Et donc, dedans, tu verras beaucoup de questions. Mais c'est vraiment surtout pessimiste. Il n'y a pas de propos du genre, tu es sûr que tu vas être soumis à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA va remplacer énormément de choses et changer beaucoup de choses. Donc, tu dois l'apprendre. Et j'en viens même à cette question d'apprentissage. Quand tu veux apprendre l'IA, il n'y a pas de photo. C'est-à-dire que tu dois l'apprendre et tu dois détailler le plan d'apprentissage. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste te lever et dire que parce que tu sais écrire un bon notebook, que tu es bon en IA. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois vraiment chercher, tu dois faire une taxonomie, tu dois essayer de mettre en place un plan d'apprentissage. Ça passe par les mathématiques, ça passe par des questions mathématiques, la réalisation de projet, et il y a énormément d'étapes. Par exemple, là, bon, j'ai une mind map, mais elle est un peu vieille, mais je vais quand même la partager au cas où. Je vais projeter ça. Ok, cette mind map, je pense qu'elle date de je me rappelle plus de 2024. Je pense que j'avais fait ça en 2024. Mais ça, c'était le plan que j'avais fait pour les bases. Ça, c'est juste les bases. Je te parle même pas du niveau spécialisation. C'est vraiment juste les bases. C'est-à-dire que par quoi je devais commencer pour ensuite monter. Tu vois. Donc, c'est un peu la mind map que j'ai fait moi pour essayer de me lancer dedans. Donc, tu apprends, tu cherches les technologies, tu apprends. Parfois, c'est compliqué. Et parfois, tu as beaucoup de cours qui sont en anglais. Souvent, tu vas te retrouver avec des formations, tu les trouveras nulle part qu'en anglais. Par exemple, le concept de Transformers que je vous ai montré précédemment, c'est quelque chose que tu vas comprendre que si tu es capable de lire en anglais. Parce que les Français, ils ne sont pas vraiment trop sur ça. Tu vois, tu ne vas pas aller sur YouTube et comprendre les Transformers comme une vidéo détaillée. On va te faire de la vulgarisation, 5 minutes de vidéo pour t'expliquer le concept, mais tu ne vas pas comprendre. Parce que derrière, tu vas avoir des concepts mathématiques. Derrière, tu vas avoir énormément de choses. Donc là, c'est un peu ce que moi je faisais. Donc je t'invite à réfléchir dessus. Celle-là, elle est dépassée. Je ne l'ai pas mise à jour. Mais je t'invite à réfléchir dessus et probablement à améliorer l'architecture. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment juste les bases. C'est vraiment juste les bases des concepts. Et après, il y a le concept de spécialisation. Parce que ce que je montre, c'est learning, deep learning, c'est bon. Mais il y a une fois la compréhension, il y a le point de spécialisation. Position computer. Est-ce que tu te conditionnes voice to text, par exemple, est-ce que tu te positionnes voix sur texte? Je pense que si vous avez fait le projet de DER, vous avez eu un exemple de ça. Je pense que j'avais pas, bon, je ne sais pas si tu l'as eu, mais il y avait un exemple de ça, tu comprends, où tu avais du sous-texte, c'est-à-dire passer de la voix au texte, où ça utilisait aussi le modèle d'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment un domaine assez vaste. Il y a beaucoup de domaines de spécialisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de domaine où l'IA ne peut pas s'appliquer. Okay. C'est bon, ça marque? Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va clôturer la session. Et... Oui, bon, je pense qu'il y a Mathieu qui demandait, je parle du web scrapping. Ok. On répond à ça puisqu'il est presque l'heure. Un projet partant de la scrapping, le processus, la réduction d'entraînement de modèles et le déploiement dans une application concrète pour un débutant qui veut se challenger. Ok, un projet. Bon, là, il va falloir que j'entre sur le GitHub et que je te trouve un projet à adopter. Parce que si je te le cite comme ça, tu ne vas pas avoir de plan pour pouvoir le faire. Mais après, je vais envoyer ça à Samake ou à Balma et ils te partageront ça. T'as beaucoup, mais si ça t'intéresse, tu as énormément de projets sur le net, sur GitHub, qui parlent des sujets comme ça.
tu peux juste taper et tu tombes dessus. Mais encore une fois, l'explication, ça va être en anglais. Les étapes, ça va être en anglais. Et très souvent aussi, ça va utiliser parfois des outils payants. Donc après, je vais t'envoyer ça je vais envoyer ça à quelqu'un qui va te partager ça. C'est bon?